Salut les baroudeurs, de bonne heure et de bonne humeur. Prêt pour le portage. Ça y est, j'ai tout remballé, le sac est prêt. Et puis j'ai réussi à faire à peu près sécher mes chaussettes et chaussures sur le feu ici hier soir et puis encore un petit peu ce matin lors du petit-déj. La problématique étant toujours de trouver des quantités suffisantes de bois. Et donc c'est très rare qu'on ait de quoi faire un feu vif. On a voilà, toujours un petit feu et puis qui suffit pour la popote, mais après pour sécher ses affaires c'est beaucoup plus compliqué. Malgré tout, voilà, c'est humide mais sec. Donc je suis d'attaque pour le portage. Je sais pas, j'ai pas revérifié sur la carte la longueur, mais ça va être un portage assez long et puis je pars par là sur cette petite piste, rejoindre le sentier un peu plus en haut qui longe la rivière. Et puis voilà, c'est le programme pour ce matin. Ensuite je devrais arriver sur un petit lac. En principe je devrais pouvoir pagayer un petit peu, mais ça va pas durer longtemps. Et voilà, ça va être comme ça jusqu'au bout. J'ai 2-3 km, 2 km je pense, un gros 2 km où ça va être soit que du portage, ou soit portage et puis des très courtes distances de pagayage pour voilà, arriver sur le lac Femundun et puis sortir de cette magnifique rivière Roa. Mais voilà, donc les portages et puis en bavé dans les cailloux, c'est le prix à payer pour profiter de ces somptueux paysages sauvages avec des superbes points de bivouac aux abords de ces endroits-là. Ambiance des portages mythiques de Rogan. C'est marrant, ces rochers là, on dirait presque un reste de construction antédiluvienne. Et en fait, ouais, j'ai compris, tous les rochers là comme ça, c'est des strates énormes. Et puis qui ont été pétés avec le temps, avec le gel, etc. quoi. Et c'est ça qui a donné tous ces blocs. Comme c'est beau. Et puis là, avec cette montagne de rochers illuminés par le soleil en fond, ça crée une atmosphère vraiment particulière, grandiose. Waouh, on a l'impression que ça continue à l'infini. Sur le retour, je vais chercher le canoë. Concernant les ours, j'en ai pas encore vu. Et puis très peu de gens en voient. Apparemment, on est vraiment chanceux lorsqu'on en voit un. Et il y en a très peu en général. Sur la Norvège et même sur la Suède. Les deux additionnés, je crois qu'on doit être peut-être sur 400 ours maximum. Néanmoins, là, lorsque je discutais avec les Norvégiens, lorsque j'ai mangé avec eux le soir, il m'a montré, lui, l'un d'entre eux avait observé une empreinte d'ours. Et puis donc il m'a montré la photo où on voit la belle patte d'ours. Et puis il avait
J'ai aussi eu le témoignage d'une personne qui avait campé pas très loin, juste dans un vallon voisin, et puis qui avait eu la surprise d'observer un ours tourner autour de la tente le matin au réveil. Donc il semble que malgré qu'il y ait très peu d'ours sur l'ensemble du territoire, et ben il y a quand même une belle présence de l'ours sur ce secteur de Røgen. J'appelle toujours ça Røgen alors que là on est côté norvégien et je pense pas que les Norvégiens appellent ça Røgen. Là on est plus sur Femunden et Femundmarka, et donc sur un autre parc que Røgen qui touche. Après les distances sur la carte sont pas très grandes, du coup j'appelle toujours ça Røgen. Super belle strate là comme ça, on voit toute la géologie comme ça, c'est à chaque fois des couches qui ressortent orientées de cette façon là. Et donc là je suis en train de marcher sur la couche suivante qui a une cassure ici, mais beaucoup moins marquée celle-ci. Par contre dès qu'on passe derrière, il y a cette première couche avec une grosse cassure, derrière aussi, au fond aussi. C'est assez curieux et intéressant de voir ça. Et puis donc voilà pour l'ours et présence du loup. J'ai pas entendu parler, j'ai pas trouvé d'empreinte non plus. Ah ah, une ouverture là-bas. Je sais pas si vous voyez ça. Lac Femunden, enfin. Et ça veut dire je suis grosso modo sur la fin des portages. Bon voilà, je suis sur la fin de cette section là. C'est un peu plus gros là ici. Le problème, ils ont foutu, il y a toute une barrière de rochers là juste devant. Donc en fait, je suis obligé de rester en plein milieu dans la veine d'eau. Et puis là-bas à droite, pareil. Il y a encore tout un truc en travers avec des branches. Donc en fait, celui-là, je suis obligé de le prendre en plein milieu jusqu'au bout, quoi.
Il y a quand même pas mal de cailloux que j'ai évité. On y est les amis, au lac Femunden. Magnifique et redouté lac Femunden. Qui fait, je crois, au plus large 6 km. Et puis, si je dis pas de bêtises, 60 ou 80 km de long. 60 km de long, quelque chose comme ça. Il faudra que je vérifie sur la carte. Et donc, les conditions météo sont optimales. Le vent, en tout cas, vu d'ici, souffle au nord. Donc, je vais avoir le vent de dos. Donc, ça, c'est super, quoi. Et puis, les vagues aussi. Donc tout est dans le bon sens. Alors rapidement avant de prendre le large, un petit point topo, que vous compreniez un peu où on est dans le cours de cette vidéo. Donc toute la rivière Roa que je repère en regardant par le téléphone, voilà, on avait toute la rivière Roa ici, et donc tout ça c'était le très long portage depuis la cabane et depuis le pont ici. Donc première étape du portage du pont jusqu'à la cabane, et ensuite la majorité des canoïstes ou pagayeurs ou voyageurs ont continué de faire un portage ici, et donc un couple de packcrafters était descendu pour reprendre sur la rivière, et donc moi je suis descendu également pour reprendre sur la rivière. Donc il y a eu la première grosse cascade à ce niveau là, donc portage ici, un petit lac, autre cascade, point de bivouac ici, cette nuit à peu près à la moitié. Et puis j'ai repris donc ce matin avec aussi encore pas mal de portage, et puis juste un petit coup de canoë ici sur ce lac là. Là il y avait le pont où donc j'ai fait mon dernier portage, j'ai déposé le sac à dos dans ce petit coin ici, et je suis revenu. Ensuite j'ai fait un portage en canoë jusqu'à ce niveau là, et j'ai fait le rapide ici. Voilà, et donc là il y a la petite maisonnette ici qui est cette jolie petite cabane, et donc c'est là d'où je pars pour tout remonter. Expérience sur le canal du Dalsland, donc j'ai vu un peu les difficultés qu'on pouvait rencontrer dessus, et donc de prendre ce genre de grand lac en solo, voilà, je suis extrêmement méfiant et prudent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de situations que j'ai rencontrées à deux sur le canal du Dalsland, dans lesquels il me serait bien difficile de me sortir seul. C'est magique. Donc au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore bien compris exactement à quoi servait ce radeau. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une corde qui était passée ici, et puis que des humains tournaient ça
en marchant, et donc ce qui enroulait la corde et faisait avancer le radeau sur l'eau. Donc il y a une photo historique où on voit une barque également qui est attachée à ce radeau. Et donc je ne sais pas si une corde simplement était tendue d'une rive à l'autre et puis que c'était utilisé comme navette pour passer d'un côté à l'autre simplement en tournant, donc sans avoir besoin de rames. Et du coup, quelles que soient les conditions météo sur le lac, j'espère que je vais pas frotter, il y a un caillou sous l'eau. À la largeur, on est bien. Croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas une chute d'eau au bout. Ah, c'est comme au parc d'attractions, hein. Sauf qu'il n'y a pas de rail. J'ai presque tenté de regarder sur les côtés si je vois pas des lutins ou des manèges, des trucs à la Walt Disney. Waouh. Fin de la 6e journée, ça y est, je suis arrivé, j'ai monté le bivouac. Encore un super spot comme d'habitude. Et puis, ouais, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur celui-ci? Moustiquaire, j'ai fait péter la moustiquaire parce que là, maintenant, on est sur des plus petits lacs et puis il se met à faire chaud depuis hier. Les températures sont remontées, on a plus de soleil. Donc c'est l'explosion des moustiques, donc il y a plein de petits moustiques. Jusque là, je m'en sors toujours sans anti-moustique, sans moustiquaire la journée, enfin tant que je suis réveillé. Par contre, pour dormir, voilà, histoire de ne pas avoir des trucs qui me piquent sur le visage quand j'essaie de dormir, j'ai sorti les moustiquaires. Quoi d'autre de particulier sur ce bivouac? Cet arbre-ci, très souvent quand on monte son hamac, on tendance à chercher des gros arbres et puis on a peur d'en prendre des trop petits. Ici vous voyez le diamètre est pas très gros. Souvent ça tient très bien. Après il faut se méfier des sapins quand même parce que c'est pas des racines plongeantes. C'est des racines qui restent en surface. Donc quand c'est sur du caillou, en plus sablonneux ou comme ça, ça a vite fait de s'arracher. Et donc l'astuce ici, je me suis pas cassé la tête. J'ai passé, puisque j'ai tendu la corde pour le tarp, je suis passé autour. Par contre je l'ai pas très bien fait, il aurait fallu que je fasse un ou deux tours morts plutôt qu'un simple truc comme ça en cisaillement. Ça c'est pas terrible, mais enfin voilà, dans le principe, passer autour de l'arbre et puis poursuivre et rattacher un autre plus gros en mettant déjà d'avance un maximum de tension ici, ce qui fait que quand on s'allonge dans le hamac, eh bien ça vient soulager ce petit pépère là. Et même s'il tient, ça évite, des fois on ne se rend pas compte, j'imagine qu'il peut y avoir quelques racines qui pètent, donc comme ça voilà, il n'y a aucun risque. Il sert de piquet quoi en fait. Et puis le prolongement sert de corde à linge. Et puis ouais, belle cabane aussi. Celle-ci est en rénovation. Faut quand même que je vous montre parce que c'est des trucs qui sont souvent refaits, entretenus. Parfois les toitures, voilà, ils remettent du bitume et tout ça dessus. Mais les emplacements et puis les cabanes d'origine sont des trucs historiques. Et d'ailleurs, bah là, voilà, on voit encore une belle scie d'époque. Et donc c'était très souvent soit des cabanes de pêcheurs, soit des cabanes de bûcherons. Hop, encore un emplacement feu, il y en a partout tout autour. Dès qu'il y a un bel endroit où on pourrait avoir l'idée de se dire tiens j'aimerais bien faire un feu ici, vous pouvez être sûr qu'il y a un coin feu.
Donc il y en a un de ce côté-là devant, il y en a un, je crois, avec la vue sur le petit lac, et puis celui où je suis, et puis je crois qu'il y en a encore un autre de ce côté-là. Et là, le gros truc traditionnel. Beau poêle à bois au centre, ça c'est systématique. Là, vous y voyez rien. Hop. Et une table, alors celle-ci, waouh, c'est des tables collector ça. Avec les sièges aussi. Il y a de l'épaisseur. Poli à l'usure, et puis avec des gravures, certaines doivent remonter à loin. Ici, là on en voit une, je sais pas si c'est du 85 ou du 35, mais ça a plutôt une tête de 35, même si ça pourrait être 85. Ça c'est de la table de taverne qui a vécu. Ici pareil, des petits tabourets avec des mortaises, à l'ancienne. Et puis les mortaises, ils les ont fait simplement parce que du coup ils ont mis des coups de scie. Ils ont fait sauter le morceau et puis ils ont recloué une plaque devant. Donc ils les ont pas creusés au ciseau à bois. C'est très astucieux, simple et astucieux. Voilà, pour faire des trucs rapidement. Et du coup, avec cette technique-là, on peut les faire avec un simple couteau en fait. Un simple couteau et une petite scie pliante. Voilà, presque ça. Ça se vendrait presque. Ça se vendrait sur eBay à des Parisiens en recherche de trucs rustiques. Et puis c'est des lits d'enfants, hein, je pense. Moi je sais pas si je m'allonge dedans, ça m'étonnerait que je passe. Vous voyez rien. Donc repas de ce soir, c'est une espèce d'omelette à l'oignon, aux herbes et ensuite au parmesan. Un parmesan toujours super solution, fromage super sec, super fort, qui se conserve très bien sans être au frais lors de randonnée et qui permet d'assaisonner tous les plats qu'on souhaite, faire des sauces, etc. Donc ça va être voilà, omelette parmesan avec des oignons et des herbes. Et puis derrière, je suis en train de faire chauffer l'eau pour du riz.